Bonjour et bienvenue à la séance webcast 2021 du mois d'août. Alors, je m'appelle Jimena Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Je veux donner la bienvenue dans cette nouvelle séance à notre expert Alain Faure. Bonjour. Merci Alain de nous présenter cette nouvelle émission Community Live dédiée à SD Access, VXLAN, DNA, architecture et implémentation. Alors, au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco, nous remercions votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Les petites et moyennes entreprises non seulement contribuent au développement, mais aussi enrichissent les échanges commerciaux et diversifient les distributions des services à petite échelle. L'offre Cisco multiplie ses efforts pour créer des solutions abordables dédiées aux PME qui répondent à leurs besoins spécifiques. Alors, pour notre prochain webinaire, nous voulons recueillir vos idées. Envoyez-nous les sujets qui vous attirent le plus sur un small business ou PME. Alors, il y a le lien que je vais vous partager. Ah oui, voilà, qui est partagé sur le panneau du chat par Gabriella. Merci Gabriella. Et là, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez qu'on vous présente quelque chose en particulier. Ensuite, alors, lorsque vous complimentez nos contributeurs ou lorsque vous acceptez une solution à vos questions, vous participez aussi et vous signalez les meilleurs contenus pour aider tous les membres de la communauté. Si vous voulez voir l'enregistrement d'une vidéo qu'on a fait il y a quelques années, vous pouvez suivre le lien du Pilot Vidéo FR pour voir quels sont les parcours que vous pouvez suivre pour utiliser les différents éléments de la communauté. Les prix Spotlight Awards, ils sont attribués aux membres qui participent le plus ou qui publient des contenus techniques. Alors, pour découvrir le programme, suivez le lien affiché sur le panneau du chat. Là, nous faisons la révision pour le mois d'août de toutes les personnes qui ont participé et on saura la semaine prochaine qui a été le gagnant. Il y a différentes modalités, c'est très intéressant. Nous avons déjà des utilisateurs VIP, alors regardez un peu ce qui se passe dans les Spotlight Awards. Et puis, l'introduction, je vais vous présenter notre expert, Alain Faure, est chef de projet dans la société Infrastructure Informatique. Avec plus de 30 ans d'expérience, il s'est spécialisé dans les réseaux, le Wi-Fi, la sécurité, la collaboration et le data center. Alors, certifié avec un CCIE en Routing and Switching, Alain a géré de nombreux projets pouvant atteindre des milliers d'utilisateurs en Europe et en Asie. Bienvenue Alain à cette émission. Merci Jimena. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui en fait l'architecture SD Access et c'est une présentation où il va y avoir beaucoup d'explications. Donc, c'est pour les gens qui ont un niveau, disons, peut-être débutant à intermédiaire. C'est une présentation qui dure 1 heure et demie. Donc on va vraiment pas pouvoir aborder tous les sujets, mais j'espère donner un espèce de fil d'Ariane pour que vous puissiez vous y retrouver à la fois dans la documentation et éventuellement aussi dans vos mises en place de SDA. Donc, le SD Access, c'est une solution qui permet une segmentation sécurisée des réseaux et c'est très utile pour les architectures complexes. C'est nécessaire pour les architectures multitenants. Alors, en fait, ce terme est très important parce que dans un petit mot, il va permettre de comprendre assez facilement de quoi il retourne. Tenant, ça vient d'un mot qui était utilisé au Moyen Âge qui s'appelle les tenures. À ce moment-là, certains paysans avaient une partie des terres qu'ils pouvaient cultiver et mettre en valeur pour un seigneur. Et donc, on voit bien l'aspect différents utilisateurs d'une infrastructure avec des services qui sont communs. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans un immeuble de bureau, hein, dans une tour.
Vous avez un certain nombre d'entreprises qui louent pour leurs besoins propres un étage ou quelques bureaux. Et vous avez des services communs. Bah, ça peut être par exemple la sécurité, la réception en bas. Ça va être aussi par exemple tout ce qui est l'infrastructure technique pour faire circuler les fluides, le réseau, etc. Donc on voit bien qu'on est sur une conception de réseau très partagée. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver de la documentation? Donc, je vous ai indiqué un URL sur le sujet, Software Defined Access. On peut dire que c'est un complément entre guillemets local du SD-WAN. Autant SD-WAN c'est pour la partie distant, autant le SD Access, ça va être vraiment pour, on va envisager des utilisateurs plutôt regroupés sur différents sites. Donc je vous propose une vision globale. On va donner pas mal de définitions et puis après on verra certains détails un peu plus techniques. Il y a beaucoup de documentation en anglais sur le SD Access. En particulier, je vous recommande très chaudement de consulter tout ce qui concerne tout ce qui a été fait sur les lives Cisco. Donc vous pouvez y accéder en utilisant cette URL. Cisco Live, vous voyez, vous cherchez SD Access et vous allez pouvoir trouver vraiment beaucoup de documents et ça va vraiment compléter très très utilement ce que je vais vous raconter. Il y a un livre aussi, donc Cisco Software Defined Access. Je vous ai mis l'ISBN. Vérifiez, vérifiez aussi l'édition, euh, mais bon, ça c'est toujours utile. Alors, le SD Access est au CCIE, donc c'est vraiment une bonne partie. Alors, je crois que c'est le CCIE entreprise, il me semble. Et on y retrouve dedans bon, bah, les protocoles de routage ISIS, et puis tout ce qui est les normes protocoles LISP, VXLAN, etc. Alors, l'apport d'une architecture SD Access. Donc, le principe, c'est on va pouvoir encapsuler la couche de liaison dans une couche de transport. Ça va permettre une centralisation de la configuration de commutation. On va pouvoir mettre en œuvre de la segmentation de réseau, comme pour le SD-WAN. On a une sécurisation qui va être automatique, et puis une centralisation de la stratégie d'accès et d'identification. Par exemple, vous n'allez pas plus avoir besoin de créer des access lists localement sur des équipements. Ça, c'est fait de manière centralisée, et ça va même être fait en tenant compte, par exemple, de certaines familles d'utilisateurs. Donc, ça simplifie le travail d'ensemble et la mise en œuvre. Le concept. Donc, le concept de tunnel VXLAN, en fait, c'est que vous avez un ensemble qui s'appelle le SD Access Fabric ou le Campus Fabric. Et cette fabrique, en fait, est divisée en deux grosses couches. Vous avez la couche qu'on appelle underlay, ça veut dire c'est la couche sur laquelle va s'appuyer en fait toute cette virtualisation. C'est composé d'équipements qui sont physiques. Et puis, pour faire communiquer entre eux ces équipements, on a besoin d'un protocole de routage. Et par exemple, là, on va utiliser ISIS. Alors, je vais pas trop revenir sur ce protocole de routage. Je vous, bah, je pense que le mieux, c'est que vous allez voir sur le site Cisco, il y a un certain nombre de documents qui en parlent. Éventuellement, je pourrais peut-être vous donner des références si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet. Euh, mais c'est vrai que c'est peut-être pas un protocole qui est très couramment utilisé. Alors, donc ça c'est pour l'underlay. Et sur cette couche underlay, qui fonctionne comme un réseau tout à fait classique, on rajoute une couche qui s'appelle l'overlay. Et cet overlay va prendre en charge la gestion des VXLAN. Donc le trafic, il va pouvoir aller d'un commutateur que vous voyez à gauche vers le commutateur que vous voyez à droite et vice-versa, sans se préoccuper en fait de ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire que pour les informations qui vont passer de gauche à droite et de droite à gauche, ils ne vont voir que les points finaux et pas s'occuper de tout ce qu'il y a dans l'underlay. Il existe deux types d'overlay. Donc manuel
à ce moment-là, la couche inférieure est un réseau classique, c'est un niveau 2 et 3, Ethernet IP, ou alors automatique, la couche inférieure est entièrement prise en charge par la nouvelle architecture et tout est automatisé. Maintenant, nous allons voir les différents nœuds qui composent cette architecture. Donc ça, c'est important pour bien saisir c'est les différentes boîtes hein, qu'on va mettre en place sur notre fabrique. Donc tout d'abord, il y a le Edge. Le Edge, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement des switches. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous devez connaître, hein, famille Catalyst 3000, 9000, 4000, 4005, c'est plutôt ancien, hein. Et donc, en fait, ces équipements vont permettre de relier les postes clients. Ça va être bah, les ordinateurs, ça peut être les access points Wi-Fi, et ça va servir de point d'entrée. Donc, on reviendra un peu après sur la fonction de ces edge. Et voilà, ces edge, comme le nom l'indique, ça se situe en bordure du réseau. Pour les postes clients, parce que on a un autre type d'équipement qui va lui aussi se trouver en bordure de réseau, mais par contre, il va être face à des réseaux de niveau 3. Donc ça va être pour propager en fait les VXLAN au-delà d'un réseau physique local. Donc on va avoir ce qu'on appelle le Fabric Border Node. C'est l'équipement qui va connecter les différentes parties de la SDA Fabric à travers un réseau de niveau 3. Donc là, vous voyez les différents types d'équipements qui sont plus des routeurs. Alors, il y a trois types de border node. L'internal border node qui va permettre de relier la SDA Fabric, c'est-à-dire tous les éléments de la SDA Fabric à travers des réseaux de l'entreprise. Donc ça va être des liaisons WAN dédiées par exemple. Et puis un autre type, ça va être l'external border node. Là, ça va permettre de toujours lier cette fabrique, mais à travers des réseaux pas nécessairement connus. Donc c'est un peu l'équivalent du default router pour ce trafic. Et puis le troisième type, en fait, c'est les borders qui ont les deux fonctions en même temps. Une autre boîte, donc là on a parlé de ce qui se trouve en bordure pour accueillir les clients, on parle de ce qu'il y a en bordure pour pouvoir discuter avec d'autres réseaux. Maintenant, pour contrôler tout ça, on a une série d'équipements sur lesquels, en gros, on va avoir par exemple une base de données qui va servir à mettre en relation la localisation des entités et puis leur identification. Parce qu'on va voir que c'est une des fonctionnalités principales de la SD Fabric, c'est d'avoir des noms qui ne sont pas nécessairement liés à l'emplacement, comme c'est le cas sur un réseau classique. C'est-à-dire que sur un réseau classique, quand vous êtes dans je sais pas, dans le VLAN, par exemple, imprimante, eh ben, vous avez défini une adresse IP et si vous devez changer votre imprimante de VLAN, vous devez changer l'adresse IP. Et là, en fait, on va simplement utiliser l'identification de l'imprimante et on pourra la déplacer un peu à droite à gauche euh, sur différents endroits et on n'aura pas besoin de changer son identification. Alors, les WLC, donc on a vu qu'on pouvait utiliser les edge pour pouvoir relier les postes clients et aussi les points d'accès Wi-Fi. Il y a tout un tas de, enfin, il y a tout un tas, il y a les différents types d'outils Wi-Fi. On va avoir le contrôleur Wi-Fi, le WLC, qui va pouvoir être mis en place dans la fabrique. Et puis, on va avoir les access points qui eux aussi vont pouvoir mettre en place dans la fabrique. Le dernier type de node, en fait, ce sont les extended nodes, et ça va servir pour tout ce qui est l'IoT. Donc on voit hein, les différents routeurs et switches
disons, industriels, ou alors les petits switches d'appoint bureautiques, hein, les 3560 CX, qui vont permettre de récupérer de l'information, par exemple, d'ampoules intelligentes ou de récupérer la vidéo des caméras ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'est premier sondage. Donc on va voir que le LISP est défini par une RFC. Et donc, euh, à toi, Rimena. Et alors, nous avons ouvert le sondage sur le panneau à votre droite. Vous pouvez voir les différentes options pour répondre à cette question. Alors, nous avons 6 options. On vous invite à répondre si vous connaissez la bonne réponse. Je pense que oui. Et bah, si vous voulez, entre-temps, Anna, pendant que les gens répondent, si tu veux, on continue sur la présentation. Ok. D'accord? Oui, Merci à c'est vrai tous qu'il ceux qui répondent, hein. Merci. y a pas mal de slides. Alors, donc, on va voir l'architecture SD Access. Donc là, j'ai mis une présentation un peu tous les boîtiers qu'on a vus avant, hein. Donc là, on voit les carrés bleus, en fait, ce sont les edges. C'est là où vont venir se connecter les clients. Les carrés bleu foncé, tout à fait en bas, ce sont les extended nodes, dans lesquels on va pouvoir relier les IoT. Vous voyez, alors sur les edges, vous allez pouvoir mettre les postes clients, mais aussi les access points Wi-Fi. Vous avez le contrôleur Wi-Fi, le WLC, qui est représenté par la boîte carrée au milieu, là, un peu sur la gauche. En fait, elle est reliée à la fois à un node border et à la fois à un node contrôleur. On verra le détail après. Puis vous avez le réseau IP qui relie les deux parties de la fabrique. Et puis vous avez en haut le DNA Center. Donc c'est à partir de là, le DNA Center, ça va être là où vont se passer la configuration, le provisioning, de voir un peu l'état du réseau. Et puis aussi donc un module ISE pour la partie authentification. Donc le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, voilà, comme je vous le disais, on voit que les access points Wi-Fi sont reliés sur les edges, là, les trois. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que pour pouvoir gérer les access points, quand on utilise un contrôleur Wi-Fi, eh bien, on utilise le protocole CAPWAP. Je pense qu'on en avait parlé lors de la présentation sur le Wi-Fi, donc je pense que vous pouvez jeter un œil dessus. C'est une autre forme d'encapsulation, hein. Donc le CAPWAP en fait fait la liaison entre l'access point et, euh, et le contrôleur. Et vous voyez que tout ça, ça passe par un border node sur lequel est relié le contrôleur WLC. Et ce contrôleur WLC, il travaille avec le contrôleur euh, de la fabrique pour pouvoir gérer son réseau Wi-Fi. Alors, on va voir maintenant un certain nombre de définitions. Donc, on va souvent parler de VN, ce qu'on appelle des Virtual Networks. C'est un réseau virtuel privé. Alors, dans ce cas, on va dire, je pense que tout le monde connaît le principe de VLAN, hein, c'est-à-dire qu'on a des réseaux virtuels qui sont chacun de leur côté, mais c'est du niveau 2, c'est-à-dire ce sont des réseaux Ethernet qui sont séparés. Vous connaissez peut-être aussi le principe du VRF, Virtual Routing and Forwarding. Qu'est-ce que c'est que le VRF? En fait, c'est le fait pour un routeur. Normalement, quand vous faites sur un routeur, quand vous faites show IP route, vous avez une table de routage qui s'affiche. Donc, pour tel réseau, il faut passer par telle interface pour pouvoir y accéder, ou aller vers tel gateway. Donc, vous voyez, ça c'est le principe. Et vous avez une table comme ça. Donc, ça veut dire le trafic qui rentre par n'importe quelle interface du routeur fait référence à cette table pour ensuite être forwardé.
Sauf que le VRF, c'est différent. C'est-à-dire que vous avez au contraire plusieurs tables, donc 2, 3, 4, 5 tables, et chaque table est reliée à certaines interfaces. Alors ça va être soit des interfaces physiques, mais ça peut être aussi à du VLAN. Et euh, les informations qui vont transiter par exemple, si vous avez le VLAN 1, 10 et 20 qui sont, euh, qui sont reliés à la VRF 5, eh ben, ça veut dire qu'en fait, toutes les informations qui vont traverser par là vont regarder uniquement la table de routage numéro 5, donc la VRF 5. Vous voyez. Donc c'est une table de routage associée à un certain nombre d'interfaces, et chaque VRF a des interfaces différentes. Donc vous avez comme ça l'équivalent en fait de comme si vous aviez plusieurs routeurs empilés l'un sur l'autre qui remplissent le service. Euh, bon, accessoirement, plusieurs réseaux virtuels peuvent se retrouver évidemment sur le même équipement physique. Les scalable groups. Donc ça, on a vu que on sépare en fait, on sépare l'espace, on va dire, l'espace de connexion des virtual networks, mais on a une granularité supplémentaire pour pouvoir gérer des postes clients qui ont certaines particularités. Donc, les scalable groups en font partie. C'est un moyen de regrouper les utilisateurs euh, pour appliquer plus facilement des droits ou des caractéristiques différentes. Donc ça, on aura l'occasion de voir ça plus en détail plus loin. Les host pools, donc ça c'est un moyen de préconfigurer les paramètres de bas niveau en fonction du lieu de connexion des hosts clients. Vous avez aussi le mécanisme Anycast Gateway, donc c'est en fait à peu près le même concept que les routeurs par défaut, avec un mode HSRP VRRP, mais présent sur l'ensemble des edges, avec la même adresse IP, la même adresse mail. Les Stretched Network, donc ça permet la communication entre deux hosts sur le même subnet tout en étant dans des espaces de couche 3 différents. Pas besoin de gérer les VLAN. Oui, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes sur deux sites différents, on va dire séparés par des routeurs, hein, pour vous donner un peu l'image, vous allez pouvoir avoir un tunnel. Je sais pas si vous connaissez peut-être les tunnels gros GRE. Donc à ce moment-là, vous allez faire passer en gros les trams de niveau 2, les trams Ethernet, à travers ces tunnels. Donc c'est un peu l'idée, quoi. Layer 2 extension, donc ça va permettre à des équipements qui ne vont pas être des équipements IP de faire du broadcast et du multicast de couche 2. La définition du control plane, donc on a vu qu'on avait un type de node qu'on appelait le contrôleur. Donc, le contrôleur, il est basé sur Lisp. Donc, ne pas confondre avec le langage informatique. Le Lisp, en fait, c'est en fait Locator ID Separation Protocol. Et il comprend deux espaces de nommage. Donc le EID, c'est le Endpoint Identifier. On peut assimiler ça à un nom. Le RLOC, le Routing Locator, on peut assimiler ça en gros à une zone géographique. Alors, pour voir un peu comment ça marche de manière simple, et voilà, pour faciliter la compréhension, l'idée c'est de rendre l'adresse euh, d'une interface indépendante de sa position dans le réseau. Et pour ça, on peut penser aux numéros de téléphone qu'on utilise tous, donc les E164. Par exemple, la Belgique, c'est plus 32. Si vous êtes au Canada, normalement, ça doit être plus 1. France, c'est plus 33. Chine, c'est plus 86. Donc, vous avez en fait un numéro qui va être unique dans le monde. Ça veut dire il n'y a pas de numéros de téléphone qui vont être identiques. Mais si vous êtes en Europe, par exemple, vous avez la fonction de roaming que vous utilisez souvent. Et si vous allez en Espagne, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez venir, quand vous allez, en fait, votre numéro de téléphone, il est repéré, par exemple, en Belgique à Bruxelles, plus 32, 1, 2, 3, 4.
Vous allez vous déplacer en Espagne. Donc, votre numéro, ce sera toujours plus 32 1 2 3 4. Simplement, les opérateurs télécoms vont se débrouiller pour vous relayer les appels et puis aussi pour faire en sorte que le son passe correctement entre les deux téléphones. Mais vous aurez toujours plus 32 1 2 3 4, même si vous êtes à Barcelone ou à Madrid. Et voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez en fait un nom que vous pouvez assimiler là, en l'occurrence, à un numéro de téléphone 164, et une zone géographique, par exemple, que vous pouvez assimiler à un pays. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu l'idée de comment marche le protocole ISP. Le data plane. Donc on a vu qu'on avait le contrôle, on a le data plane pour faire communiquer tous les éléments entre eux, et il est basé sur le protocole VXLAN. Qu'est-ce que c'est que le VXLAN? C'est un protocole d'encapsulation. On a une trame Ethernet qui va sortir d'un équipement client. Elle doit être encapsulée dans un paquet UDP, et ce paquet UDP va être envoyé vers un relais auquel est attaché l'équipement client, le Edge. Le policy plan. Donc c'est assez riche, hein, le SD Access. Le policy plan est basé sur le Cisco TrustSec. Donc ça permet de repérer les trafics et de leur appliquer une politique en fonction de circonstances locales. J'aborderai plus loin quelque chose qui est lié, c'est les SGT. Je m'attarde pas sur le sujet, je vous recommande la lecture de Cisco TrustSec Switch Configuration Guide for Cisco Catalytic Switch pour comprendre un peu les interactions avec le composant ISE. C'est-à-dire que vous allez mettre en place le composant ISE, vous allez pouvoir discuter avec lui avec du protocole Radius ou TACAX par exemple, et vous allez voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais je peux pas, euh, c'est 1 heure et demie, c'est vraiment trop limité, je peux pas rentrer dans tous ces détails. Alors, donc voici la question numéro 2. OK, alors on ouvre le deuxième sondage. Combien de vans peuvent être supportés au maximum? Alors, vous avez encore six options. Alors, je vais ouvrir le sondage là sur votre droite. Option A, 64, B, 128, C, 256, D, 512, E, 1024 ou F, 4086. 16. Alors, je vous laisse répondre. Voilà, nous avons déjà plusieurs participants et je te laisse poursuivre Alain pour que on gagne encore du temps. Ok. Merci. Alors, les architectures. Donc là, nous allons voir, en fonction de la taille de votre réseau, les types d'architecture que vous allez pouvoir mettre en place, sur lesquels vous allez pouvoir migrer. Donc, pour les sites avec très très peu de clients, vous avez quelque chose d'assez pratique qui s'appelle FIAB, Fabric in a Box. Ça veut dire en fait que tout ce qu'on a vu, tous les boîtiers, vont pouvoir être vont pouvoir être mis en place, par exemple, dans un 93 000. Et éventuellement, vous allez même pouvoir embarquer avec le contrôleur Wi-Fi. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir mettre dedans le Edge, le border, le contrôle plane. Mais ça, c'est vraiment pour les petits sites, hein. Ça veut dire que vous avez moins de 200 clients, moins de 40 access points Wi-Fi. Vous avez la possibilité de faire 5 virtual networks, la possibilité d'avoir 8 IP pools. Et puis bon, ensuite vous avez le nombre de nodes qui vont pouvoir être mis en place. Donc là, vous avez, alors pour ce qui concerne les architectures, j'ai extrait les schémas euh, de la documentation Cisco, hein. Je ne vais pas juger nécessaire de les refaire à chaque fois, mais vous pouvez voir en bas à droite, hein, Fabric in a box with embedded wireless. Donc là, vous avez tous les nodes, tous les types de nodes qui vont être embarqués dans le même boîtier. Alors ensuite,
enfin, la dénomination très petit site. Donc, très petit site, ça veut dire moins de 2000 clients, euh, moins de 200 access points Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, c'est pour en fait c'est pour un site moyen, disons pour des bureaux local dans une tour ou ce genre de choses dans ce type de configuration. Là, vous voyez en bas, euh, vous avez tous les edges sur lesquels vont venir se connecter en fait les différents postes clients. Vous avez aussi peut-être localement un ISE pour pouvoir faire l'authentification. Et puis, vous avez les services qui vont se retrouver sur, on va dire en gros, on peut voir ça comme un peu le data center avec le Cisco DNA Center et puis les services DHCP, DNS, les petits sites. Bon, il y a quand même les petits sites, ça fait quand même 10 000 clients, euh, moins, euh, moins de 200 AP Wi-Fi. Donc là, on est à peu près dans le même type de topologie. Les sites moyens. Donc les sites moyens, qu'est-ce que ça peut être par exemple? Bah, ça peut être un ensemble je sais pas, genre une petite zone industrielle ou, vous voyez, des fois il y a des entreprises qui ont des usines. Vous avez un bâtiment pour l'usine, un bâtiment pour les bureaux, etc. Donc ça peut être par exemple dans ce genre de configuration-là. Et là, vous voyez, bon, bah, vous avez un réseau qui est un peu plus chose d'autre à dire, parce que c'est toujours un peu pareil. Vous avez toujours les edges en bas qui sont regroupés ensemble avec les différentes connexions pour le backup, hein, sont doublés. Les grands sites. Donc ça, j'ai fait 2 slides sur le sujet. Là, vous avez moins de 500 000 clients, ce qui fait quand même pas mal. Moins de 2000 AP Wi-Fi. Et là, vous avez donc toute la masse de Edge qui se trouve en fond. Et au-dessus, vous avez le data center qu'on retrouve hein, avec, bon, bah, par exemple, on a le contrôleur Wi-Fi qui est en haute disponibilité. On a aussi tout ce qui est les services ISE, tout ce qui est authentification, et puis les différents services réseau, DHCP, DNS, Active Directory, le DNA Center, centralisé quelque part. Vous avez aussi l'ADMZ sur la droite. Donc là, vous allez pouvoir, dans cette DMZ, mettre en place les contrôleurs Wi-Fi pour les guests, et puis ce genre de différentes fonctionnalités. Alors, il existe aussi un type d'équipement qui c'est aussi bien des routeurs que des firewalls, donc les firewalls fusion. Et en fait, ces équipements ne font pas partie vraiment intégrante de la fabrique. Il y a besoin de les configurer à la main, mais par contre, ils vont permettre de pouvoir faire la communication, par exemple, entre différents virtual network entre différentes parties de la fabrique. Et en fait, ils arrivent à faire communiquer ensemble ces différentes parties qui normalement ne devraient pas communiquer. Hein. C'est pour ça qu'on met en place par exemple, des réseaux virtuels avec deux fonctionnalités, le route leaking et le VRF leaking. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la permission d'une route d'être diffusée sur plusieurs VN. Alors ça, c'est nécessaire quand vous avez, par exemple, des services qui vont être communs. Je sais pas, par exemple, je pense, euh, par exemple, NTP, un serveur NTP, il a besoin d'être commun vraiment à tout le domaine. Eh ben, il peut y avoir quelque chose de spécialisé sur le sujet. Vous avez VRF leaking, donc la permission de table de routage d'être accessible sur plusieurs PM.
Voilà, donc la question numéro 3. Oui, nous avons le troisième sondage, je vais l'ouvrir. Quelle est la RFC de Vexlan? Alors, vous avez 5 choix. Vous choisissez votre meilleure option. Et puis, merci à tous ceux qui participent au sondage. Et nous sommes en train de répondre sur le panneau de Q&A quelques questions. Et sinon, alors, est-ce que je peux te poser une question en live? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, question. Euh, quel est le nom du routeur qui a les deux fonctions? Les deux fonctions. Ah ouais, border router, oui, donc external et internal. En fait, c'est le anywhere. Anywhere. Ok. Il permet à la fois de pouvoir faire la communication faire la communication entre différentes parties entre différentes parties de la fabrique, soit à Mhm. travers des réseaux connus de l'entreprise, soit à travers des réseaux extérieurs comme par Internet par exemple. C'est c'est les, c'est les border routers. Ok. Anywhere. Donc la réponse est anywhere. Oui, je D'accord. pose aussi pas mal de questions sur le RFC parce que souvent dans les certifications, Cisco demande beaucoup de RFC et c'est important à partir du moment où vous arrivez à travailler sur un équipement pour bien connaître comment ça se passe, d'avoir lu au moins une fois certaines parties de la RFC parce que des fois ça peut être Ok. Merci. Je te laisse poursuivre. donc maintenant, maintenant, on va voir un peu les protocoles. Alors, les protocoles, donc le premier protocole dont on a parlé, LISP, Locator ID Separation Protocol. En gros, c'est l'histoire un peu du téléphone dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en gros le numéro de téléphone et la localisation géographique. Donc on a une base de données qui met en correspondance chaque point, chaque point client et un identifiant. L'identification n'est plus fonction seulement de la localisation, c'est le cas sur un réseau IP classique, hein, rappelez-vous l'exemple de l'imprimante, mais on a à la fois donc un espace EID dans lequel on va attribuer un numéro pour identifier les ordinateurs clients, et puis un espace qu'on appelle routing locator qui va permettre de dire ben voilà, je me situe à tel ou tel endroit. Et puis, donc, ce qui est important, ce qui est même fondamental dans l'architecture SD Access, c'est qu'on, dans le plan de contrôle, on va trouver un équipement qui est le control node, qui va lui mettre en relation, en fait, il va mettre en relation les EID et les airlocks. Donc, on va, normalement, à tout moment, on doit savoir à quel airlock est attribué, pardon, à quel airlock est attribué tel EID. Alors, l'architecture Lisp, il y a trois types de traitements Lisp. Donc, il y a un mapping, il y a un mapping serveur donc, qui permet de mapper justement cette correspondance EDI vers airlock. Alors, j'ai indiqué plusieurs équipements de plan de contrôle. Oui, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs contrôleurs nodes. Et puis, on a aussi les tunnel routeurs. Vous trouverez dans la littérature XTR ou X, ça peut être soit Y, soit Y, soit ingress. Donc Ingress c'est sortie et ingress ça veut dire rentrer. C'est l'action de rentrer. Et puis vous avez aussi le proxy tunnel routeur, PXTR. Donc comment ça marche? Vous avez comment ça marche? Ça se passe en trois temps.
Donc vous avez un enregistrement. Donc si vous regardez le schéma, là, tout en bas à droite, vous avez le, le client en fait avec, alors ça ressemble à une adresse IP, hein. Ça va être l'EID, ça va être la partie identifiante de l'équipement qui va être connecté sur un edge. Donc là, vous allez avoir 20.20.20.20, etc. Vous allez avoir l'enregistrement qui va se faire dans la base de données qui se trouve dans le contrôleur. Vous voyez, l'adresse 1111 se trouve derrière le edge 20.20.20.20. Et si l'ordinateur de gauche veut discuter avec l'ordinateur de droite, eh ben, il va faire une requête pour savoir où se situe, dans quel airlock se situe l'ordinateur 1111. Et donc, il va y avoir une réponse de la part du contrôleur pour lui dire, bah, ça se situe à ton. Alors, cette façon de faire est très intéressante parce qu'en fait, elle permet de gérer la mobilité de manière automatique. C'est-à-dire que on voit ici que l'ordinateur avec le ID 1111 se trouvait sur le 20-20-20-20. Et ben maintenant, on l'a déplacé sur le 10-10-10-10. Il va s'enregistrer auprès du contrôleur avec son nouvel emplacement. Et quand l'ordinateur de gauche va demander où se trouve le 1111 pour pouvoir lui envoyer des informations, et ben l'autre va pouvoir lui répondre, il se trouve en 10-10-10-10. Alors, les paramètres d'une route, donc on a vu que dans le contrôle plan, il y a une correspondance entre une adresse client et une localisation edge. Donc, je vous ai mis là, c'est ce qui, normalement, vous n'avez pas à faire ça. Ça, c'est fait par le DNA Center, mais j'ai récupéré dans la doc Cisco, en fait, une image de ce que ça pouvait donner en termes de configuration quand vous passez par un iOS. Donc, vous avez, pour qu'on comprenne bien le database mapping, vous avez le ID préfixe, et puis, donc ça veut dire, ça regroupe un ensemble de ID, et puis vous pouvez rajouter derrière, donc le locator adresse pour indiquer à quel endroit ça va se trouver. Je vous ai mis ici donc l'ARFC, en fait, c'est la 6830, et vous avez ici l'entête d'un message Lisp. Donc, c'est ça qui va être utilisé pour qu'il y ait une conversation, en fait, bah, sur les edges avec le contrôleur pour échanger des informations. Alors, polling question numéro 4. Alors, pour le polling question numéro 4, on ouvre le sondage. Et qu'est-ce que SGT pour le VXLAN? Alors, c'est Secure Group Tag, Security Group Tag, Scalable Group Tag, Single Guide Tag ou Single Group Tag. Alors, je pense que c'est très facile. Je vous laisse répondre. Vous avez le temps. C'est pas difficile. Allez, allez. C'est Bah pas oui, nous facile, avons hein, moi je environ trouve. 50% des gens qui participent pour les polling questions. Alors, bah, j'espère que vous serez tous encouragés de répondre. Allez, je te laisse poursuivre, Alain. Ok. Donc on a vu le protocole LISP, hein, qui était la partie, euh, la partie importante pour ce qui concerne le contrôle. Et maintenant, on va enfin faire une présentation du protocole VXLAN. Donc le VXLAN, qu'est-ce que c'est? C'est une encapsulation de niveau 2 ou 3, et 3, pardon, de niveau 2 et 3. C'est-à-dire que on va encapsuler une trame Ethernet classique dans dans une trame dans laquelle il va y avoir, qui est porteuse d'un paquet UDP et donc qui va transporter la trame Ethernet classique. Donc, on peut voir ici que
ça se comporte comme un tunnel, c'est-à-dire que à la trame Ethernet classique, on va rajouter en fait tout ce qui concerne l'entête VXLAN Outer Layer avec le numéro de VXLAN. Ce numéro de VXLAN, en fait, c'est une partie dans laquelle on va trouver différents flags de gestion, un ID de groupe policy pour faire la gestion des caractéristiques, et puis le VXLAN Network ID pour permettre la séparation des différents VXLAN. Donc, comment est-ce que la SD Access Fabric voit cette opération? Vous avez deux niveaux. Donc, vous avez le trajet du VXLAN représenté en rouge, c'est ce qui se passe au niveau matériel. C'est-à-dire que entre les différents edges, vous avez en fait le je cherche le nom pour être le plus exact possible. Vous avez la trame VXLAN donc, qui porte le paquet UDP, etc., hein, encapsulé, qui va aller de edge en edge. Donc ça va bien se voir au niveau du protocole. On va bien voir que on va passer par là les 5 nœuds intermédiaires. Et puis, transporté donc par ce premier trafic en rouge, vous avez le trafic en jaune qui, lui, ne va s'apercevoir que du passage du edge de gauche au edge de droite. Donc c'est à ça que sert l'encapsulation, c'est-à-dire que on efface pour le transport d'informations complètement la couche inférieure, tout ce qui est représenté là en violet. On sépare les numéros de VXLAN, c'est-à-dire que il y a toujours les nœuds là qui se trouvent en intermédiaire. En fait, le trafic va vraiment passer par tous ces nœuds violets, mais on ne le verra pas. Et pour aller du edge de gauche au edge de droite, eh ben, vous voyez, on peut utiliser deux VXLAN différents, 2 et 3 par exemple, et qui seront jamais, et leurs informations ne seront jamais communes. Alors l'utilisation, donc l'utilisation typique, ça va être par exemple pour séparer des bâtiments ou des parties de bâtiments, d'usines, DMZ ou de zones géographiques. Donc là, c'est la 5e polling question. D'accord. Alors, nous avons, voici, il faut que les fenêtres disparaissent. C'est un peu, voilà, c'est un peu difficile. Voilà, là, vous pouvez le voir, sans doute. Oui. Donc Alors, ok, je vais continuer. oui, je laisse tout le monde répondre. Je t'interromps plus, si tu veux. Donc on va voir les politiques de groupe. Donc jusqu'à maintenant, on a vu le LISP hein, qui permet de se repérer dans l'architecture. On a vu le VXLAN qui permet le transfert des données. Et maintenant, on va voir un autre sujet qui est la politique de groupe. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié en fait à la segmentation du réseau et à la séparation des ressources. On a deux niveaux. En fait, on a la macro-segmentation qui est par VXLAN, qui interdit tout trafic entre deux VN, mais aussi on a une micro-segmentation, donc ça on en avait parlé, c'est pour les politiques de sécurité qui vont être configurées, qu'on appelle SGT. Donc ça contrôle l'accès, qui a accès à quoi, et on peut appliquer aussi une politique de trafic, la gestion qualitative du trafic de QoS. Alors, les scalable group, désolé pour l'accent, c'est-à-dire la micro-segmentation. Donc là, on voit par exemple, on a deux VN. Vous avez le VN production qu'on trouve à gauche et à droite de la fabrique, là relié sur les edges, donc le VN, EVN production, mais vous avez aussi le VN IoT, c'est-à-dire que vous voyez, pareil à gauche à droite de la fabrique, on va avoir des caméras de surveillance donc, qui vont générer de la vidéo,
Et puis on va avoir des ampoules qui vont gérer d'autres indications, consommation, contrôle commande, ce genre de choses-là. Donc, euh, on, si vous voulez, sur un réseau, là, sur le VNIET par exemple, si on fait rien, les caméras de visualisation, elles peuvent discuter avec n'importe quelle ampoule et vice-versa. Bon, pour éviter ça, par exemple, parce qu'on a une application de surveillance, on veut que uniquement les caméras puissent discuter avec l'application. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un scalable group, SGT CAM, caméra, qui va récupérer, en fait, qui va isoler, qui va permettre d'isoler à l'intérieur du virtual network toutes les caméras pour pouvoir aller, par exemple, vers l'application de gestion de ces caméras. Et idem, pour ce qui concerne les ampoules, on va pouvoir les séparer, donc empêcher qu'elles puissent discuter avec les caméras pour pouvoir bon, bah, les gérer par une application. Donc c'est un des intérêts du Scalable Group. Donc c'est un Scalable Group tag et l'ID est sur 16 bits. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir des group-based policies, donc des politiques qui sont basées sur les groupes indépendantes des adresses. On pense par exemple aux access lists. Les edge et les borders nodes, ce qu'on a vu qui est autour du réseau, utilisent les SGT pour renforcer les access lists locales avec les Scala Group ACL. Alors les SG ACL, en fait, ça va permettre donc d'appliquer, par exemple, l'équivalent d'une access list, d'appliquer ça certains postes clients. Par exemple, bah, c'est ce qu'on a vu, hein, on applique ça aux caméras. On va créer le groupe caméra et ces access lists, elles vont permettre euh, de contrôler les caméras, mais sans avoir à indiquer tout ce qui est réseau, access list, comme on le faisait auparavant sur un routeur. Hein, on est obligé de déclarer des access lists, des réseaux, d'appliquer ça à toutes les interfaces. Non, là, on déclare ça pour un groupe de machines et après, c'est la structure en dessous qui va gérer cet aspect. Donc, la classification se fait de manière dynamique à l'authentification, c'est-à-dire que quand le client va se connecter sur la fabrique, il va être reconnu, et donc ce groupe, ces groupes-là vont lui être appliqués en fonction de ce qui a été défini. Donc, la propagation du SGT se fait dans le VXLAN comme vu avant. C'est ce qu'on a vu au niveau du groupe, hein, dans le VXLAN. L'application se fait sur les edges, c'est-à-dire que ça se fait en entrée de la fabrique. L'utilisation typique, donc ça va être par exemple pour le management, pour séparer tout ce qui est protocole SNMP, CLI, SSH, etc. Ça va être par exemple pour le contrôle d'accès. On sait par exemple que les badgeuses, elles ont besoin les portiques, les pointeuses, tout ça peuvent avoir besoin vraiment d'un réseau très séparé. Ça peut être de la recherche et développement, la bureautique. Ça peut être aussi pour les managers, des fois, ils peuvent avoir besoin aussi de réseaux séparés. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous voyez, là, on a l'ampoule qui va être repérée à sa connexion sur la fabrique. Donc, il va y avoir premièrement un contrôle par, par l'ICE et bah, ça se fait par exemple avec Radius. Donc, il va y avoir l'authentification, l'autorisation, et puis on va lui assigner à ce moment-là son virtual network et puis son groupe. Donc, on va lui attribuer ce groupe et puis on va le confiner à un virtual network. Donc là, en l'occurrence, le groupe, ça va être Light pour l'ampoule et Virtual Network IoT pour toute cette catégorie d'équipements. On aura aussi
la politique qualitative du trafic. Donc, comme les clients peuvent être classifiés dans des groupes, les applications peuvent aussi être attribuées à des groupes pour réaliser par exemple la QoS. Donc l'application, elle va être reconnue par son IP, son URL, par un source group. Et puis, bah, on pourra lui appliquer des politiques du style chemin préféré, éventuellement appliquer aussi classifier le trafic, par exemple, pour dire bah, c'est de la voice, c'est de la voix, donc je le mets dans gold pour avoir le maximum de priorisation dans le réseau, etc. Alors, la politique de QoS, elle peut être gérée en partie euh, donc à travers le DNA, où là, il est possible de définir un comportement des files d'attente pour la QoS en fonction d'un groupe. Par exemple, là, on a défini un queuing profile. Et puis pour les différentes applications, alors c'est pas ultra clair, mais en haut c'est voice et en dessous c'est broadcast vidéo. Donc on va attribuer par exemple un certain pourcentage de bande passante. Alors le fonctionnement, les nœuds de communication. Donc le edge, le rôle. Un nœud edge, on revoit un peu tout ça hein, donc je passe peut-être un peu plus vite, mais c'est pour bien comprendre comment tout ça, ça marche. Donc, un nœud Edge implémente un accès de couche 2 et 3 du modèle OSI avec différentes fonctions. Il est responsable pour l'identification des clients, 802.1x ou Active Directory. Il fait appel à ces services-là pour l'identification. À ce nœud Edge sont reliés des postes clients ou des AP Wi-Fi. Euh, le rôle. Donc, le rôle, c'est d'enregistrer des infos sur l'identité des clients. Par exemple, on va avoir un identifiant qui ressemble à une adresse IP /32 avec le plan de contrôle. C'est ce qu'on a vu, c'est le Lisp map message qui va être envoyé au contrôleur. Là, on voit la flèche verticale. Ça fournit une passerelle de niveau 3 par défaut pour les clients connectés et ça sera la même adresse IP pour tous les nœuds Edge. Euh, et puis, on le voit là avec le petit cercle vert et rouge, ça réalise une encapsulation des encapsulations VXLAN pour tous les clients connectés. Puis accessoirement, ça fait appel aussi à l'ISE pour tout ce qui est la partie authentification des- et autorisation des clients. Le fonctionnement, donc quand un client est connecté au Edge, il est enregistré dans la table EID locale au Edge. Donc on va voir ici l'interface, l'adresse mail du client. Pardon. Euh, donc, toujours le fonctionnement. Quand un client est connecté au Edge, il lui est assigné un VN, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, par exemple, ici, on voit un bâtiment A, et éventuellement un SG qui lui est aussi attribué, un scalable group. Donc là, on va voir par exemple management qui va être attribué à l'utilisateur. La passerelle par défaut est commune à tout un VN, quelle que soit sa localisation. La localisation du client dans la SDA fabrique. À partir du moment où un client a reçu son identification, il fait partie d'un VN, il aura une passerelle par défaut. Le fonctionnement du Edge, alors il va échanger des messages Lisp, hein, c'est vraiment un de ses rôles principaux. Un de ses rôles. Et par exemple, des messages du style map register, association euh, client ID, map resolver message, le data forwarding, control plane forwarding, le Lisp solicit map request message. Les nœuds intermédiaires. Donc les nœuds intermédiaires, c'est tout ce qui est en orange clair à l'intérieur du nuage. Ils sont les supports de la communication. Il faut faire très attention à modifier la MTU parce que la MTU, en fait, elle va avoir, là, classiquement, on est sur du 1500, mais vu qu'on rajoute de l'encapsulation et de l'entête avec le VXLAN,
ben là, on va avoir besoin d'une EMTI beaucoup plus importante. Alors, généralement, on va mettre 9100 pour avoir des trames vraiment beaucoup plus longues. Le rôle des border routers, donc ça, on en avait aussi parlé, hein, c'est vous avez ici un ensemble de airlocks qui vont être reliés ensemble, donc soit en interne, donc c'est internal border, avec les liaisons rouges, soit external, par des réseaux hors de l'entreprise, c'est les flèches en... Alors, la fonction des borders, donc ça permet d'annoncer les sous-réseaux EDI par un protocole du style BGP. Donc cette information n'apparaît que dans la table du border router, mais peut être consultée par le plan de contrôle pour pouvoir relier justement cette information. Le border router permet aussi de mapper les instances Lisp vers les VRF. Le border router peut étendre la virtualisation du réseau de l'intérieur de la fabrique vers l'extérieur par une instance VRF externe pour préserver la virtualisation. Donc garder toujours cette séparation entre les VRF, même si on doit passer d'un réseau à l'autre. Le border router map aussi l'information SGT. L'information SGT est propagée depuis le border node, le routeur, ouais, de la fabrique vers un réseau externe à la fabrique, de deux façons. Donc soit en transportant des tags vers des équipements qui gèrent le Cisco Trust Sec, en utilisant le protocole SGT SXP. Si vous avez de chaque côté en fait de la liaison, enfin de l'autre côté de la liaison, si vous avez des équipements qui supportent le protocole SXP, typiquement Cisco, hein, vous allez pouvoir exporter ces tags. Hein, c'est les tags dans lesquels on regroupe en fait tous les équipements. Par exemple, c'est ce qu'on avait vu à propos des caméras de surveillance. On va pouvoir faire en sorte que ces caméras, quelle que soit leur localisation, soient toujours dans ce même SGT caméra. Soit directement donc en mappant les SGT dans les métadonnées Cisco d'Embed. Le DNA. Donc le DNA en fait permet, c'est un peu l'orchestrateur, on va dire, de toute une SDA fabrique, qui permet le déploiement centralisé de la télémétrie, des connecteurs, la haute disponibilité multinode, et puis des choses du style backup restore, scalebot, des API, etc. On va avoir l'occasion, on va se servir beaucoup, on va voir beaucoup après comment on se sert du DNA. Donc il y a quatre parties principales, hein, enfin trois parties principales. Il y a l'ISE, il y a l'automatisation et l'assurance. L'assurance, c'est un peu tout ce qui est qualité, on s'assure que la fabrique fonctionne correctement. Donc le DNA, ça permet le déploiement et la conception. Donc, vous allez pouvoir importer une carte. Là, j'ai mis Cisco System en Belgique. Organiser l'aspect géographique, plan de bâtiment, position des racks, etc. Hein, c'est comme, comme dans beaucoup de logiciels de supervision. Vous allez mettre aussi les paramètres généraux, les paramètres de site, porter les pools d'adresses et puis aussi les SSID pour... Le DNA va permettre le déploiement des différentes politiques, donc définir les réseaux virtuels, AVN, de définir les scalable group, SGT, on parle depuis tout à l'heure, d'ajouter les SGT au Virtual Network, de définir les droits d'accès grâce au Scalable Group tag, et puis de réaliser la segmentation et de mapper les VN sur les firewalls, les Virtual Networks sur les firewalls. Le DNA permet le déploiement et le provisioning. Donc ajouter des équipements configurés au site, assigner des rôles aux équipements, ajouter des IP pôles aux fabriques, définir l'authentification et autoriser une multicast.
La partie assurance, donc ça on en avait un peu parlé, donc c'est de récolter des informations en temps réel et recherche la corrélation des événements pour voir si éventuellement il y a un problème ou pour optimiser. Donc ça comprend la visualisation des états du réseau, les alarmes, les statistiques sur le réseau, les clients connectés, les équipements connectés et les applications. Alors voilà, là on est au sondage numéro 6. Et D'accord. Alors, on ouvre le sondage numéro 6. SD Access supporte quel type de multicast? Alors, vous avez TSM, ASM, MSM, TSM, ASM, DAM, SSM, WSM et SSM, ASM. Alors, vous avez 5 choix. Bon, bah, si vous ne connaissez pas la réponse, n'empêche, vous pouvez de toute façon essayer de répondre. Et après cette partie-là, on va faire une présentation d'architecture, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, Alain? alors, donc là, nous allons voir euh, le déploiement d'une SDA fabrique d'une manière un peu plus pratique. Donc, je vais vous présenter ici, euh, je vais vous présenter ici un exemple de déploiement dans ces grandes données. Les documents qui m'ont servi d'inspiration, en fait, ça m'avait carrément plus servi d'inspiration, c'est carrément que j'ai vraiment pompé le document pour en extraire les informations qui permettent d'avoir un peu un fil d'Ariane sur le déploiement. Vous pouvez, euh, vous allez pouvoir voir un peu les différentes, en gros, les différentes étapes, comprendre à peu près un peu ce qu'on fait, et ensuite ça va vous permettre de vous aider pour faire un premier déploiement. Donc le, le document que j'ai consulté, que j'ai utilisé pour faire ça, c'est Software Defined Access Medium on Large Site Fabric Provisioning 2019. Mais vous pouvez aussi lire les deux documents que j'ai mis après, un Software Defined Access Deployment Guide et puis le Solution Design Guide. Là, je vous recommande chaudement de le lire, le dernier livre, le Solution Design Guide de 2020. Donc l'architecture. Alors, l'architecture, elle est un peu complexe, on va dire, mais bon, elle permet de bien comprendre en fait comment ça se passe. On a une entreprise avec une fabrique. Vous voyez. La fabrique, normalement, elle est en un seul morceau, hein, c'est-à-dire que un, 2 et 3 sont l'un en dessous de l'autre. Mais là, je l'ai séparé pour pouvoir la mettre plus facilement sur un slide. Donc, on peut voir tout à fait en bas à gauche, vous avez les équipements qui vont être reliés comme ça jusqu'à finalement Internet. Et puis sur la partie complètement à droite, là vous allez trouver la mise en place de contrôleurs Wi-Fi, du DNA Center, de l'ISE, de l'Active Directory. Donc les principales étapes. Alors les principales étapes, il faut que le DNA puisse découvrir tous les équipements du site. Il faut une étape aussi de conception du site, de configuration du réseau et des IP pools, l'intégration du DNA Center avec l'ISE, Radius TACAC, c'est très important pour la gestion des groupes, etc. Créer les politiques et les access lists basés sur ces fameux groupes. La mise en place des équipements sur les sites, la création de sites fabriques et le rattachement des clients. Démarrage. Donc, on commence déjà évidemment par mettre en place l'Underlay Network. Donc l'Underlay Network, c'est, on l'a vu, hein, c'est toute la partie des équipements intermédiaires dans la fabrique et il va falloir en gros les initialiser, les configurer de manière à ce que le DNA puisse se connecter dessus pour pouvoir faire les modifications et changer la configuration. Donc, très classiquement, hein, vous avez des Cisco iOS et XE, username, mot de passe, vous avez le nom de domaine, une clé pour le SSH. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une MTU à 9100. Il faut que ça soit
la même MTU sur absolument tous les équipements. C'est fondamental. Il faut aussi que, voilà, il faut monter cette MTU. En plus, ça permet de gagner en performance. Un- une trame Ethernet, hein, c'est 1500 octets. Là, on est à 9000. Vous voyez, il y a 6, vous avez 6 fois, en fait, vous avez un gain de 6. Ça veut dire que bah, vos équipements, ils auront besoin de travailler 6 fois moins, puisque vous aurez 6 fois moins d'entête à traiter. Et puis, il faut une loopback pour la partie administration. Donc, vous configurez chaque équipement de l'Underlay Network pour un routage interne. Donc là, on utilise le protocole Easy Easy. Euh, ça demanderait une autre session de présentation, mais c'est comme ça que c'est indiqué. Donc, sur, euh, sur les interfaces, donc là, vous les passez en mode no switch port, euh, adresse IP adresse et puis point to point. Vous autorisez aussi le routeur Easy Easy. Vous mettez le numéro de réseau. La loopback est aussi Easy. Donc, là, vous mettez au back, IP router Easy. Les interfaces qui sont dans Easy, vous pouvez aussi mettre IP router Easy, etc. Et network point to point, puisque ce sont des interfaces qui sont une à une en regard. Ensuite, il faut configurer chaque équipement de la frontière. Donc ici, c'est pour tout ce qui se trouve en interne. Pour ce qui est de la frontière, donc c'est ce qu'on a vu. Là, vous avez le gros chiffre 2, hein, c'est toute la partie. Donc là, on utilise le protocole eBGP. Donc c'est external BGP. Vous voyez, là, on est dans la S65514. Et à chaque fois qu'on va retrouver cette AS, cet autonomous system, donc 65 514, on sera en IBGP. C'est ce que vous avez à la sixième ligne, sixième, septième ligne, vous voyez. Vous avez le neighbor, ça veut dire le routeur voisin, le routeur qui se trouve à distance. Eh ben, il a l'autonomous system 65 514, donc ça veut dire en fait ces deux routeurs vont travailler ensemble. Par contre, la ligne au-dessus, vous avez le routeur 10.4.2.65, Remote AS 65 000. Donc là, on n'est plus dans le même AS, on va être sur de l'EBGP. Donc ça veut dire externe. Alors, ouais, donc chaque équipement doit être configuré donc BGP. On met l'adresse de la loopback. Et puis, on va aussi redistribuer ça dans Easy avec le niveau 2. On fait une agrégation d'adresses et donc ensuite on redistribue avec le niveau 2 du protocole Easy. Donc chaque équipement euh, de la frontière euh, de la fabrique va utiliser eBGP, mais il va falloir aussi configurer l'accès au contrôleur Wi-Fi, hein, qui se trouve toujours en dehors de la fabrique. Donc là, on va créer des access lists pour permettre donc un accès, quel que soit le demandeur, vers le contrôleur Wi-Fi. C'est-à-dire que les AP Wi-Fi vont pouvoir passer par ce chemin pour aller jusqu'au contrôleur. Et c'est ce qu'on voit là. On définit d'abord euh, les, euh, les différentes, euh, les différentes adresses qui peuvent être demandées. Et puis on les applique à l'intérieur du routeur Easy qui va pouvoir redistribuer ces adresses. Donc,
sur la partie frontière, vous avez donc ce qu'on avait parlé en fait, c'est les fusions de routeurs. Et là, vous allez utiliser un VRF pour isoler les routes globales de l'entreprise. Qu'elles puissent être utilisées par l'Underlay Network. Donc là, on utilise, bon, pareil, c'est la configuration du VRF, hein, on utilise un route distinguisher avec 100. Ensuite, on configure les équipements de la frontière. Donc on a vu hein, dans la zone 3, c'est l'utilisation du protocole EIGRP. Pareil, donc là, on met en place chaque interface, on met en place le MTU, et puis donc là, on va aussi comment dire, appliquer tout ce qui est le VRF forwarding avec ce qu'on a défini. Donc euh, là, en fait, on va définir des routes maps qui vont permettre d'éviter les boucles de routage. C'est-à-dire que on va attaquer les routes de manière à éviter à ce qu'elles puissent revenir et qu'il y ait un ping-pong. Et cette route map, pour éviter les boucles, elle va être appliquée à partir du moment voilà, où on met en place le routeur BGP. Vous voyez ici, adresse family, IPv4, VRF, VRF Global Route. Et puis, donc, il y a la redistribution dans le IGRP et le routemap qui va avec, qui va filtrer ces routes-là pour empêcher qu'elles puissent revenir. Un BGP, tout IGRP, tout BGP. Alors, une fois qu'on a configuré tous les équipements dans l'Underlay, maintenant, on va mettre en place le DNA et puis on va pouvoir commencer à organiser. Donc, on organise l'aspect géographique. Donc là, c'est RTP, hein, c'est chez Cisco. On va configurer les différents services qui vont être utilisés euh, dans le SDA Fabric. Donc le A serveur, donc ça peut être Radius, mais aussi Takax, hein. Par exemple, là, c'est Takax qui a été utilisé dans la configuration. DHCP, DNS et puis MTP. On va on a configuré donc les credentials dans tous les iOS, on a vu tout à l'heure. Donc pour la découverte des équipements, bah là, on va configurer ça dans DNA de manière à ce qu'ils puissent faire la découverte. Alors non seulement donc tout ce qui est la CLI, hein, la command inline, mais aussi tout ce qui est par SNMP. Donc il va récupérer les informations par SNMP. Le DNA va récupérer les informations des différents équipements par SNMP. On va définir aussi des pools d'adresses. Donc par exemple ici, ils ont défini un guest RTP5 avec le network, euh, l'IP gateway, le HCP server, etc. Pareil pour le Wi-Fi, on va définir tout ce qui est SSID. Il va falloir créer aussi dans le DNA un login pour pouvoir dialoguer avec l'ICE. Euh, voilà, ça se déclare ici. Il va falloir créer aussi donc tout ce qui est les virtual networks et les scalable groups quand on a hein, VN et puis SGT. Donc là, vous avez un exemple, un Virtual Network Name Operation. Et puis vous avez en bas les différents scalable groups qui sont disponibles. Par exemple, là, il se trouve qu'il y a un scalable group qui s'appelle Bring Your Own Device, donc qui va pouvoir être utilisé sur un VN particulier pour certains types de. Vous devez vérifier aussi dans ICE
en fait, que les, euh, les politiques ont bien été créées, les policies. Donc là, par exemple, on voit que Bring Your Own Device a bien été mis en place, parce qu'en fait, c'est à partir du moment où l'équipe ou le client va se connecter sur le Edge, qu'il va y avoir une demande d'autorisation vers le ICE, et le ICE va autoriser ou pas, mais surtout, une fois que c'est autorisé, il va communiquer justement le réseau virtuel, le virtual network, et aussi le scalable group euh, du client. Donc la phase de découverte, là ici on voit, on peut sélectionner soit seulement la CLI, soit voilà. Là on utilise CLI et SMTP. La gestion des firmware des équipements. Donc vous pouvez avoir pour tous vos équipements le nom de l'iOS et puis sa version. La création de la paire haute disponibilité euh, du contrôleur Wi-Fi. Voilà. Vous avez le primary WLC et secondary WLC, donc ça vous permet de faire un backup. La découverte des switches de manière automatique. Et là, en fait, vous pouvez sélectionner, vous voyez tout en bas, le port TE10. Vous pouvez sélectionner les ports par lesquels, les ports sur lesquels vont pouvoir transiter l'authentification, la découverte. Euh, donc ensuite on a l'intégration des équipements dans dans la SDA Fabric. Vous voyez la liste des switches, différents équipements. Euh, de la même manière, il va y avoir l'intégration du contrôleur wireless. Et puis ensuite, une fois que tout a été provisionné dans le niveau bas, il faut passer à l'overlay. Donc ça va être la partie supérieure. Donc là, protocole, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, euh, avec le protocole BGP. Donc on va avoir une zone de transit, vous voyez, IP base, avec BGP et l'AS qui va bien. Ensuite, selon la localisation, on va mettre en place les différents éléments et les repères géographiques, donc RTP5, on va en avoir deux. On va rajouter les nœuds. On va aller sur chaque nœud en fait et puis on va dire add to fabric. On va autoriser le multicast et avec enable rendezvous point qui permet de faire le multicast. Provisionner le contrôleur Wi-Fi, ajouté à la fabrique. Et puis, donc, on va pouvoir assigner des clients à à des réseaux, au réseau virtuel, avec comme caractéristique IP pool name, traffic type, adresse pool, layer 2, groupe, pool, ouais, c'est pareil. On va pouvoir définir l'embarquement des clients sur les edge. Donc ici, par exemple, on a 4 ports Giga Ethernet sur lesquels ils vont être liés. On va assigner aussi des clients Wi-Fi au VN. Ça va être nécessaire, par exemple, les type guest. Ça, c'est ce qu'on met en place ici, hein, type guest, avec, là en l'occurrence, l'authentification web, et puis l'adresse. Et voilà. Euh, Si vous avez des questions, Merci beaucoup. Je crois qu'on a reçu pas mal de questions.
Honnêtement, je suis surprise. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et merci Alain d'avoir partagé avec nous cette présentation. Alors, je pense qu'on va passer très vite directement pour clôturer l'événement. Il y a déjà des gens qui se sont déconnectés, mais je vous rappelle que l'enregistrement de cette séance sera disponible sur notre page de l'événement. Alors là, vous pourrez récupérer toutes les informations et aussi il y a des slides. Alors, nous avons déjà ouvert ce forum de Ask Me Anything. Cet événement du forum sera ouvert jusqu'au 10 septembre et c'est en rapport à cette présentation. Là, vous pourrez poser davantage de questions si vous voulez ou bien des questions plus longues parce que je crois que Michel ou Dominique ils voulaient demander quelque chose de plus grand. Alors, vous pouvez poster vos questions là et directement, Alain nous aidera à répondre sur ce forum. Ouais, Et avec plaisir. puis, si tu veux, on passe sur le suivant slide. Vous dire que vous pouvez explorer la communauté Cisco à partir de l'icône du globe terrestre qui est situé sur la partie d'en haut à droite. Alors, vous pouvez basculer sur d'autres langues. Nous avons déjà lancé le coréen. Alors, si vous voulez voir d'autres présentations dans d'autres langues, elles sont disponibles ici. Chaque communauté organise ses propres événements. Et puis, nous avons aussi les réseaux sociaux. Sur le suivant slide, vous pourrez voir les chaînes que nous avons ouvertes pour la communauté de support Cisco. Là, vous pouvez nous suivre. Normalement, on fait des publications sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Les vidéos de nos séances sont aussi publiées sur la chaîne de YouTube. Et finalement, vous dire que nous avons ouvert, après la clôture de ces événements, vous allez avoir sur votre fenêtre de navigateur un sondage avec 5 questions de choix multiples pour qualifier cet événement. Et nous vous demandons aussi de nous répondre ou de nous envoyer vos commentaires. On veut savoir quels sont les détails si vous vous intéressez au small business, les petites et moyennes entreprises. C'est l'événement qui aura lieu le 14 septembre. Nous sommes en train de recueillir vos commentaires pour savoir quels sont les sujets ou les produits qui vous intéressent le plus et cibler correctement cette présentation. Vous pouvez aussi déjà vous inscrire. Et finalement, vous remercier parce que vous avez été très actifs cette séance. On a récupéré plusieurs commentaires comme quoi on demande d'avoir des schémas qui renforcent peut-être quelques explications. On va revoir ça avec Alain. Merci pour toutes vos questions. Vraiment, si vous avez d'autres points à soumettre, vous pouvez poser ces commentaires aussi sur le forum du Ask Me Anything. Et je pense que c'est tous les points qui sont importants. Là, on dépasse déjà l'heure. Alors, au nom de toute l'équipe, je veux remercier Alain. Alain, merci beaucoup pour cette Merci de présentation. m'avoir accueilli. Merci Jean-François, merci Nicolas, et puis Dominique, Michel et Ismaël aussi. Alors, à tous nos invités, grand merci de nous avoir accompagnés. Prenez soin de vous, de vos chers. On souhaite une excellente journée ou fin de soirée si vous êtes en Afrique ou en Europe. Et merci Lionel. Alors, on se retrouve bientôt, le 14 septembre, si vous voulez, a Small Business. Et je crois qu'on va préparer quelque chose pour le 5 octobre, que ce soit Security ou Data Center, avec Francesco Molino. On vous confirmera dès que possible. Et puis, bonne soirée. À bientôt.